Vous écoutez le podcast de la formation. Le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Sylvain. Sylvain, peux-tu te présenter ? Salut Laurent, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sylvain, vieil entrepreneur lyonnais qui s'est d'abord lancé dans les bijoux pour cheveux à l'âge de 20 ans. Enfin, je me suis lancé dans les bijoux pour cheveux à l'âge de 20 ans. Une aventure folle qui m'a permis de mieux me connaître, surtout, de faire plein d'erreurs et de rebondir en étant intervenant, prof dans l'école de commerce dans laquelle je n'étais pas encore diplômé d'ailleurs, pour raconter un peu mon parcours, pour créer des cas pratiques sur mon histoire, pour faire réfléchir sur un vrai cas d'entreprise. Et cette expérience d'enseignement m'a vraiment passionné. Bon, je faisais déjà pas mal de choses dans ce monde-là avant, mais ça a été un peu le déclic, avec aussi la rédaction d'une bande dessinée sur l'esprit d'entreprise pour les collégiens, qu'on a distribué à plus de 500 000 exemplaires en version papier, dans tout le monde de la francophonie. Un projet un peu fou, démarré comme ça sur un coin de table avec un copain dessinateur et un autre auteur. Et ces deux éléments, suite à la liquidation de ma boîte de bijoux pour cheveux, m'ont donné envie de me lancer à fond dans quelque chose qui était peut-être plus moi que les bijoux pour cheveux, c'est-à-dire l'enseignement, la pédagogie, la formation. Et c'est comme ça que j'ai créé Sido en 2008, avec l'idée, le moteur d'être capable de trouver les moyens de donner envie d'apprendre. Pour nous, il est très important de donner envie d'apprendre, qu'on a tous envie d'apprendre au fond, mais il faut trouver les ressorts de chacun pour que chacun réussisse à monter en compétence sur des sujets très divers. Mes projets vachement plus simples, parce que je sortais d'une liquidation sans le soutien des banques, sans le soutien du marché en général, parce que même si en France l'échec n'est pas si horrible, c'est pas toujours facile de se relever, même à titre perso en fait, en termes de confiance en soi, où on repart d'en dessous de zéro. Et petit projet qui s'est monté au fur et à mesure et qui a grandi doucement, mais toujours en voulant faire des choses bien, en voulant faire des choses aussi un peu exceptionnelles, d'être fier de notre travail tous les matins, de se lever et de se dire cool, parce que aujourd'hui je me lève, je vais encore faire des choses bien, je vais aider des gens à progresser sur des sujets. C'est comme ça qu'on a lancé aussi à côté, vraiment en projet passion. Et d'ailleurs, pour te raconter l'histoire, parce qu'elle est un peu folle, Dessine-moi l'écho. T'as déjà vu les vidéos Dessine-moi l'écho ? Ça te Oh parle ? oui, Oui, cool. je les ai utilisés dans mes cours, notamment quand il y a eu la nouvelle réforme de la formation professionnelle. J'ai trouvé qu'un beau dessin valait quand même mieux que de très longs discours. C'était effectivement le slogan de cette série où, alors, on a copié le style graphique sur des vidéos TEDx qui avaient été dessinées comme ça, parce que vidéos TED sont généralement géniales, mais dessinées comme ça, c'est encore plus cool, sauf que là, le dessin est fait a posteriori, donc parfois, on se rend compte via le dessin que le discours n'était pas si clair, si bien structuré. Mais on aimait beaucoup cette technique du dessin qui apparaît en même temps que la voix, qui permet vraiment d'ancrer les idées. Et donc on s'est dit qu'on allait adapter cette technique-là à notre sauce à nous. Et là par contre le dessin est réfléchi en même temps que le texte, de telle sorte à s'assurer que la structure soit juste. Et on voulait absolument à la fin un schéma. On aime que les choses soient schématisées et que chacune des idées soit liées les unes aux autres et qu'on puisse refaire son propre schéma à la fin. Ça c'est un des tests qu'on a fait d'ailleurs pour de vrai avec des gens, c'est qu'on leur a montré la vidéo, on leur a demandé à la fin, est-ce que vous pouvez nous la redessiner, nous réexpliquer les différents liens ? Et que généralement les gens y arrivent. Alors, c'est qu'on avait réussi notre exercice. Mais le point de départ là, c'est je suis passionné d'économie, je suis intéressé par la politique, déjà en 2011, et il y a deux trucs qui me font hurler. Un JT de midi de Jean-Pierre Pernaut, à 13h, où il dit « La bourse baisse, donc les entreprises ont moins d'argent ». En gros, il dit ça. Et là, je me dis « Waouh !» J'ai fait un peu d'écho.
Et avant que ce soit vrai, quand même, il y a sacrément d'étapes. Encore, et c'est même pas sûr que ce soit vrai du tout, du coup, puisque le cours boursier n'a aucun lien avec la trésorerie de l'entreprise. Donc, comment le mec peut dire ça à une heure de grande écoute au JT, quoi? Et je me dis, mince, les Français ont quand même pas accès facilement à cette info éco. Et à l'époque, en 2011, le web, il n'y a pas grand-chose encore. Hein. On n'imagine pas, aujourd'hui, il y a beaucoup de très très bonnes sources sur le web. À l'époque, l'extrême gauche et l'extrême droite sont déjà assez présents, mais du coup très biaisés. Et il n'y a pas grand-chose d'assez neutre, simple au milieu. Le Monde, à l'époque, numérisait son journal. C'était pas des articles dédiés au web, c'était juste le journal qui était numérisé. Et donc on se dit, faut qu'on fasse quelque chose, parce que les élections de 2012 arrivent, et ce serait cool que les Français comprennent les grands enjeux économiques et votent en connaissance, en conscience, en comprenant les problèmes, et en votant pour les solutions qui leur paraissent les plus efficaces, parce qu'en fait on les connaît pas, nous, les solutions. Tant que ça n'a pas été testé, on peut pas dire que ce soit la bonne. Au moins, si les gens ont compris le problème, ils pourront dire cette solution répond au problème ou pas, parce que c'était un peu le souci qu'on avait avec les programmes de l'époque. On se dit, waouh, mais en fait, ce qu'ils proposent comme solution, ça répond pas du tout à la problématique, en fait. Donc, autant que les gens les comprennent. Et c'est comme ça qu'on a lancé cette collection de vidéos avec, merci à eux encore. On a envoyé ça à une vingtaine de journaux, de médias qui nous plaisaient bien, en disant, voilà, on va vous faire une vidéo gratuite tous les mois, pendant X mois. On verra si ça prend pas, mais on veut que les gens comprennent ces sujets-là, et on va le faire de façon didactique, pro, avec des experts sélectionnés et vérifier est-ce que vous êtes OK de la diffuser, parce que nous, avec notre petit blog dans notre coin, ça va pas faire grand-chose. Et sur les 20 journaux à qui on a envoyé, il y en a un seul qui nous a répondu, c'était Le Monde. Enfin, c'est quand même celui dont je rêvais. Donc c'était un peu fou comme histoire. Et pendant 10 ans, c'est comme ça 8 ans, on a diffusé des vidéos en une du monde.fr tous les mois sur des sujets éco. Et c'est marrant que tu me dises que tu as utilisé la vidéo, parce que du coup, peu de temps après ça, j'ai envoyé quand même les vidéos à l'Éducation nationale en disant, voilà, on fait ça, c'est gratuit, c'est diffusé avec une licence Creative Commons 4.0, ce qui fait que c'est utilisable gratuitement dans le cadre d'un enseignement, pour que chacun puisse la rediffuser, ce qui était vraiment le but. Et j'avais reçu un courrier à l'époque m'expliquant que les vidéos n'étaient pas un moyen noble d'apprendre, et que du coup c'était refusé, et qu'ils ne pousseraient pas auprès des enseignants. Ah, c'est moche. Bon, au final, les enseignants ont pris le truc. Les vidéos sont dans tous les manuels scolaires aujourd'hui d'économie, et les enseignants les utilisent aussi bien en éco, en compta, en gestion, en histoire parfois aussi. Et c'est l'essentiel. Ou les étudiants aussi, on a des gros pics de lecture, de visionnage juste avant le bac, parce que c'est un bon moyen de réviser a priori pour certains. Mais voilà, en fait, on a toujours essayé de faire des choses un peu comme ça, et avec notre ton à nous, sans trop de... On n'aime pas trop faire comme tout le monde, on n'aime pas trop prendre des subventions et autres, et qu'on nous dise comment faire les choses. Et je pense que ça se voit aussi dans notre blog sidologie.com, où on aime bien avoir un ton un peu décalé, pas toujours être dans la mouvance de que tout est génial, tout est beau, et tout le monde est gentil. Quand ça marche pas, faut le dire aussi, et on aime bien ça. Voilà un peu le début de l'aventure. Et le rêve ultime, puisqu'on n'y est pas encore, moi, ce serait de former les enseignants. J'adore l'enseignement, j'adore les enseignants, ils font un boulot essentiel, très très dur, de plus en plus dur. Et d'ailleurs, ça me rend très triste, parce qu'à l'école de Bahut, on a beaucoup d'enseignants qui postulent, ce qui montre qu'aujourd'hui, il y a un désamour de cette fonction-là. Pourtant, il faudrait réinvestir. Là, je suis en ce moment à Montréal pour un trip initiatique, une learning expedition de 12 mois, pour m'immerger vraiment dans le monde de la pédagogie montréalaise. Et il y a un truc super important. Ici, les enseignants démarrent leur carrière à 56 000 dollars, ce qui fait un équivalent de 35 000 euros bruts en France, qui est déjà au-dessus de ce qui est proposé un enseignant en démarrage. Mais le plus important, c'est ils sont augmentés tous les 2 ans. Et au bout de 16 ans, ils sont à 96 000 dollars ou 95 000 dollars, ce qui est un équivalent de 70 000 euros bruts. Oui, et aujourd'hui, nous, on parle de revalorisation, mais ils n'ont pas dit combien. Ouais, de quelques dizaines d'euros par mois, quoi. On n'est pas sur... Là, 95 000 dollars par mois, par an, tu commences à vivre très bien à Montréal, quoi. Et je trouve ça important, tu vois, de revaloriser tous les 2 ans, de les suivre. Alors par contre, ils sont obligés de se former, ils sont un peu plus évalués aussi.
Oui. Mais c'est valorisé au moins. Ça, je trouve ça bien. Alors ça n'empêche qu'ils ont du mal à trouver des enseignants quand même, hein, ici. Mais j'aimerais bien que ce métier soit plus valorisé en France. Voilà, mon rêve ultime serait d'aider les enseignants à retrouver du plaisir dans leur job en ayant des bases en pédagogie, parce que finalement aujourd'hui on te demande d'être expert de ton sujet et pas du tout de savoir animer une classe. Alors que je suis pas sûr qu'il faille toujours être expert de son sujet pour être capable d'animer une classe sur un sujet. Et du coup, ils sont un peu perdus dans un rush total tout le temps et pas trop le temps de prendre du recul sur leur activité, ni sur le plaisir de leur activité qui se résume bien trop souvent à d'autres choses que le fait de transmettre. Voilà, ça serait mon rêve ultime. Mais en attendant, j'ai eu la chance de pouvoir créer mon école. Parce qu'après notre expérience malheureuse, je suis allé voir la dirigeante de Sido et lui dit qui m'accompagne. Tu te rappelles, on avait le rêve de créer une école un jour pour les enseignants. Bon, c'est peut-être pas le moment, mais là, je sens qu'en ce moment, dans les entreprises, elles ont besoin de professionnaliser la création de contenu de formation numérique. Que le Covid vient d'arriver, que les boîtes vont devoir former leurs salariés et que ça sera plus possible comme avant. Et pourtant, ça demande un peu de technique. Il faut savoir faire de l'ingénierie, mais il faut quelqu'un qui produit aussi derrière des bons contenus. Et le bon contenu, c'est pas un PDF avec un quiz en ligne, ni une vidéo de 2 heures avec un quiz en ligne à la fin. C'est un peu plus chapitré que ça, un peu plus découpé, avec des activités un peu différentes, avec peut-être un podcast au milieu, avec un petit jeu, avec plein de façons d'apprendre pour toucher un maximum de gens et que tout le monde arrive à l'objectif qui a été défini au début. Et ça, même si c'est pas très compliqué, ça demande des compétences. Est-ce que ça te dit qu'on forme des gens à ça, qui est le métier de Sido quand même, hein. Et elle me dit banco, vas-y, fonce. Et donc voilà, en septembre 2020, j'ai pu lancer le Bahut, qui est une école qui forme des Digital Learning Managers. Alors attention, le terme manager est très galvaudé dans le sens où c'est le nom qu'on utilise en entreprise pour ce métier-là, mais souvent on ne manage pas grand monde. C'est en fait plus souvent de la conception pédagogique avec de l'intégration numérique, c'est-à-dire la création dans les outils auteurs, avec potentiellement un peu d'accompagnement des apprenants aussi, d'animation de communauté apprenante, et un peu de stratégie sur quels sont les sujets sur lesquels on doit investir en priorité pour que tous nos salariés montent en compétences, et quelle expérience d'apprentissage on va leur proposer tout au long de leur carrière. Voilà en gros ce que ça va englober, ce joli mot, mais le métier est en train de se professionnaliser, hein. Oui, on commence à vouloir des experts en intégration multimédia, en ingénierie pédagogique, en administration LMS, qui est la plateforme sur laquelle on diffuse les contenus de formation, en animation de communauté apprenante, parce que c'est encore autre chose, c'est de la community management d'apprenants. Voilà, on voit de nouveaux métiers qui apparaissent, d'où plein de noms, et dans chacune des boîtes, pour le même métier, on a 4 noms différents. Donc du coup, c'est pour ça qu'on s'y perd un peu et que le nom au-dessus de tout ça, le nom chapeau autour de ces métiers-là, c'est Digital Learning Manager. Voilà, pour l'explication. Ce que j'entends et qui retient mon attention, c'est que tu repars de l'entreprise là. T'es plus dans une dimension formation, intra-formation, intra-centre de formation. Tu pars de besoin et de l'entreprise. Et je crois que là, il y a quand même quelque chose d'important parce que très souvent, l'entreprise, elle va rencontrer le centre de formation. Le centre de formation propose son catalogue. Elle lui dit, écoutez, regardez, c'est formidable ce qu'on fait. Et en vérité, il n'y a pas cette écoute du besoin terrain. Et réellement, aujourd'hui, on a ce besoin d'attention à ce que l'entreprise veut parce que nos formations doivent être opérationnelles. Voilà, un petit peu ce que moi j'observe et c'était assez rigolo. Il y a quelques temps, j'ai formé des gens à l'ingénierie pédagogique. J'avais une personne qui venait d'un centre de formation, j'en avais 12 qui venaient d'entreprises différentes. Et pour moi, ça a été un vrai changement. Avant, j'avais 10 personnes qui venaient de centres de formation, puisque c'était là qu'on enseignait la formation et qu'on construisait la formation. Et aujourd'hui, on voit ce mouvement, on voit les choses se déplacer. Donc, du coup, j'entends bien ce que tu dis avec le Bahut qui va partir de l'entreprise, du besoin de l'entreprise, de ce qu'a besoin de l'entreprise pour pouvoir développer de nouvelles compétences dont elles ont réellement besoin aujourd'hui. Surtout que les métiers changent très vite, évoluent très vite. Qu'un programme qui a été créé il y a 5 ans, je suis désolé, il est déjà obsolète, hein. On voit que l'évolution dans notre job est ultra rapide, beaucoup plus rapide que les OF, organismes de formation ou centres de formation.
ou université. Et quand on est en reconversion, on n'a pas le temps. Enfin, on n'a pas 5 ans, quoi. Enfin, on peut pas donner 5 ans pour changer de métier. Il faut que ça puisse aller vite et que ça réponde immédiatement à un besoin. Moi, je milite vraiment pour ça, pour que on crée des formations qui répondent aux besoins des entreprises. Qu'en fait, en répondant aux besoins des entreprises, on répond aux besoins des apprenants, qui est qu'on leur donne une première chance. Une première fois la chance de faire ce métier-là, de faire leurs preuves, et après, d'évoluer, de continuer à faire leur propre veille, de devenir expert d'un des points, de devenir freelance. Mais que sans ce premier pied dedans, c'est très dur. C'est souvent une personne qui est en reconversion, il y a eu un souci pro-perso dans les 3 dernières années. Donc c'est une personne qui manque de confiance en elle. Et quand on manque de confiance en soi, d'aller sur le marché du travail et d'aller dire allez, embauchez-moi alors que j'ai pas grand-chose à montrer, c'est l'enfer. Et du coup, ça crée une déception, sachant que c'est lourd en investissement financier, souvent, mais c'est surtout lourd en investissement perso. La famille, derrière, quand on a 30-35 ans, elle douille un peu, hein, parce qu'on a beaucoup d'heures en plus, on a beaucoup de pression, beaucoup de stress d'un nouveau sujet, avec un accompagnement plus ou moins bon. Donc non, c'est de la responsabilité aujourd'hui des écoles qui proposent de la reconversion, d'accompagner à trouver un premier job, d'accompagner à se créer un portfolio. Là, je réagissais encore sur LinkedIn là-dessus, de quelqu'un, un employeur, enfin un recruteur qui dit par principe, nous, on refuse tout ce qui vient des formations 100% en ligne. Il citait Open Classroom, Udemy et Simplon. Alors Simplon n'est pas 100% en ligne pourtant. Bon, il en citait 3 comme ça par exemple, en disant je suis désolé, chez nous c'est la réalité. Donc faites gaffe, si vous voulez vous réorienter, sachez que les boîtes ne font pas confiance à ces écoles-là. Mais que là, pour moi, il y a un vrai gros sujet. Il y a un gros sujet pour les apprenants qui fassent attention à choisir les écoles qui sont un peu soutenues par les employeurs, mais aussi à ces fameuses écoles qu'elles essayent de créer un vrai réseau de partenaires employeurs, qu'elles créent des formations qui répondent à des vrais besoins, et qu'elles créent des formations un tout petit peu plus exigeantes. Parce que quand tu vois le niveau de sélection de la plupart des formations aujourd'hui, tant qu'il met son CPF sur la table, on le prend, quoi. Et en fait, C'est ça. Ouais, c'est cool, t'as C'est pris... ce qu'on a observé, tu sais, c'est quoi alors les critères de sélection ? C'est le financement. Ah, d'accord. Mais vous savez que cette personne, elle a pas de prérequis pour suivre la formation, donc ça va pas fonctionner. Oui, non, mais on a le financement. Ouais, voir le métier pas fait pour elle, parce que... Aussi. Enfin, il y a vraiment un sujet de est-ce que ça va vous plaire. Moi, j'ai un peu un engagement moral vis-à-vis de mes étudiants. Je veux que pour les 5 prochaines années, ils puissent avoir leur place dans ce métier-là et qu'ils puissent s'y éclater. Si je le sens pas, je préfère leur dire. Après, on s'engueule parfois parce qu'ils comprennent pas. Ouais, mais bon, tu vois, comme je te disais en off que j'avais créé une école, nous on a un premier mois où tu choisis ton métier parce que tu viens regarder ce qui se fait exactement. Parce qu'en réalité, les gens ont des visions, des représentations, mais elles sont pas souvent bonnes. Et par exemple, moi je l'ai assez souvent sur les gens qui veulent être développeurs. Ils veulent être dev, quand ils font au 3e jour qu'ils font du dev, ils disent ah ben non mais c'est pas ce que je voulais faire. Bah voilà. Et du coup, on a cette capacité de réorienter directement. C'est pas à peine d'emmener dans des voies de garage. Oui, parce que Voilà. même dev devient une voie de garage. Enfin, encore plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, de l'IA. Le pisseur de code, donc celui qui prend le cahier des charges et qui fait qu'écrire du code, il est de plus en plus challengé et par l'IA et par la concurrence internationale. Donc celui qui a Oui. encore beaucoup de valeur, c'est celui qui a une expertise sur un langage, celui qui va être capable de, justement de designer cette architecture ou écrire sur le cahier des charges, ou être capable de relire ce que l'IA fait, parce que l'IA fait encore des conneries, et heureusement, de toute façon elle en fera toujours, ça reste une intelligence artificielle, et comme une intelligence humaine, il y a des conneries, donc il faut être capable de relire, regarder derrière. Mais celui qui est très polyvalent, mais qui ne sait pas faire grand-chose, aujourd'hui, il vaut malheureusement presque plus rien dans l'entreprise. Tu me parlais tout à l'heure de reconversion. Moi, j'accompagne des formateurs au quotidien sur des parcours de formation de formateurs. J'ai beaucoup de gens en reconversion. Une fois que ces personnes ont fini entre guillemets, leur formation de formateur, qui commencent leur vie, quel serait pour eux l'intérêt de venir compléter au bahut, par exemple ? Est-ce que tu as ce genre de candidat ou alors ce sont des gens très très éloignés et toujours très éloignés de la formation initiale, quoi, de la formation initiale de formateur? Alors, c'est un profil qu'on a, mais qu'on refuse beaucoup.
parce que le job de digital learning manager est beaucoup plus solo et beaucoup plus face à son ordi que face à un public. Et du coup, c'est pas toujours les mêmes compétences. Après, celui qui a les deux, c'est une brute. On en a eu, et notamment dans les enseignants, on en a pas mal, où là, ils ont une compréhension de l'apprenant qui est dingue, une capacité à créer des supports passionnants qui est folle, et une envie en plus de transmettre qui est énorme. Tout en sachant animer derrière une classe virtuelle passionnante. C'est ça qui est extraordinaire dans ces profils-là. Mais attention, digital learning, c'est 80% du temps seul face à son ordi avant de diffuser sa production. Et en termes de taf, ça va être 20 jours pour 2 jours de présentiel. Et du coup, c'est ça qu'on va faire attention, c'est qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous éclate. Si c'est vraiment l'interaction, l'échange, en digital learning, vous en aurez très peu. Donc vous risquez d'être vite frustré. Voilà ce que je dis. Après, celui qui a les deux compétences, et en plus qui a une expertise sur un sujet, ça vaut cher. Aujourd'hui, les boîtes, alors nous, pourtant, nous, notre credo chez Sido et au Bahut, c'est de dire, pas besoin d'être expert du sujet pour être capable de le transmettre. On va toujours bosser avec un expert, qu'on va trouver en interne dans l'entreprise ou en externe, et c'est lui qui va nous transmettre le contenu, enfin, qui va nous passer masse d'infos, et à nous de faire cette synthèse et de la transmettre. La difficulté d'être expert et digital learning manager de son propre sujet, c'est que parfois, en fait, il y a des choses qui nous sont tellement évidentes parce que on a toujours fait comme ça et qu'on se pose presque plus les questions, qu'on n'est pas capable de les réexpliquer et qu'on se rend même pas compte que ça puisse être difficile pour d'autres. Parce que ça fait 20 ans qu'on le fait et que c'est donc évident. D'où on dit, vaut mieux quelqu'un qui ne sache pas faire. Pour autant, les boîtes, pour une question de gain de temps et d'économie, aiment bien les digital learning managers qui sont experts d'un sujet, ce qui s'entend. Donc, ça peut être un super profil si c'est une personne qui aime bien se creuser la tête, passer du temps tout seul face à son écran pour créer la meilleure expérience d'apprentissage possible. Tu sais, je vis cette posture schizophrène, moi, dans ma vie, où j'adore être en face à face, et j'adore construire, et j'adore faire de l'ingénierie, et j'adore être enfermé dans mon bureau avec mon tableau, mes cartes mentales. Et en vérité, il faut trouver le même plaisir, mais c'est bien d'avoir donné le ratio. Hein, c'est 2 jours en présentiel et 20 jours derrière à gratter tout seul. C'est vraiment là que ça se passe. Et puis tout seul, ou en tout cas avoir besoin de cet isolement pour réfléchir. Moi, j'en ai besoin pour réfléchir. Mais j'aime après aller confronter ce que j'ai construit quand même. Ça m'intéresse énormément. Et puis mais après, c'est là que c'est passionnant. Quand tu as cette double casquette, c'est génial. Ce que j'avais fait quand j'ai construit le dispositif La Grande École du Numérique, là, j'ai eu la casquette de concepteur pendant 6 mois. Après, je suis rentré comme coordinateur dans la structure et j'étais observateur de ce qui se faisait et je prenais des notes de ce qui me semblait bien fonctionner ou dysfonctionner. Et après, je faisais des règles avec les élèves et avec les formateurs. Et la vision n'est pas du tout la même d'abord, mais c'était très très intéressant ça. Jusqu'à construire les cours avec eux à certains moments de l'année pour encore augmenter leur implication dans les projets qu'on développait, enfin c'est le cas de dire qu'on développait. C'est une super pratique pour moi pédagogique que de faire créer le cours par les étudiants. En tout cas, nous, c'est quelque chose où on les prévient. En plus, ça va être leur métier de créer des cours et que nous, notre programme n'est pas figé. Alors, c'est une intro pour le sujet d'après sur lequel on va aller sur les titres, certifications et autres où on est un peu obligé de figer des évaluations, par exemple, que je ne comprends pas parce que le métier évolue tellement vite que nous, entre notre première promo et notre 7e qui démarre là, en septembre prochain, il y a une évolution dingue. Notamment, là, il va y avoir une semaine sur l'IA qu'on n'avait pas du tout avant. Et oui. Sur les 13 semaines de formation, parce qu'il faut connaître ses outils, parce qu'il faut suivre, être capable de faire de la veille dessus, même si on les utilise pas au quotidien, enfin on les utilise ou pas. Au moment, il faut les connaître. On peut pas... Ouais, on peut pas passer à côté, et moi j'arrive pas à comprendre, tu vois, j'ai des filles qui sont à l'école, au vrai bahut de l'école, et qui me disaient, mais papa, ils nous interdisent d'utiliser ChatGPT. Et ben, du coup, il a fallu que je passe un dimanche avec mes 2 filles à leur expliquer comment on pouvait l'utiliser et comment c'était bien de l'utiliser. C'est ça, ouais. Voilà. Et je suis content parce que c'est 2 jeunes femmes, et quand elles arrivent à la fin du dimanche, elles me disent, mais tu sais papa, le truc en vérité il marche parce qu'on comprend ce qu'on fait et puis qu'on connaît déjà un peu le sujet pour pouvoir réfléchir
à ce qui est bien dans ce qu'on lit. Oui, c'est ça. Hein, et du coup, le lendemain, je lis un post sur LinkedIn, l'intelligence artificielle va remplacer les formateurs. Je me dis, mais tant mieux, si les formateurs peuvent être remplacés par l'intelligence artificielle, ces formateurs-là, on n'en a pas besoin. Hein. Ils nous servent à rien. Pour l'instant, ma position sur le sujet, malheureusement, les personnes qui sont moyennes sur leur job, oui, peuvent être remplacées. Je suis pas très inquiet pour les gens qui sont très bons, qui savent créer des expériences vraiment différentes, parce que ChatGPT, de toute façon, se nourrit, enfin, les intelligences artificielles se nourrissent des contenus existants. Donc, si vous faites. Et par contre, enfin, un truc fou, hein, notre chercheur chez nous a créé un e-learning 100% avec de l'IA. Et bah, c'est mieux que 50% des e-learning que j'ai pu tester d'organismes de formation que je connais autour de moi. C'est ça. Même constat. Du coup, attention, parce que oui, il y a des jobs qui vont souffrir. Franchement, si vous faites de la vidéo stop motion design moyenne, bah l'IA fait mieux. Avec du Synthesia 3D, franchement, vous pouvez faire des trucs très très cool en moins de temps. Et c'est ça. C'est sur ce temps de production là qu'il va y avoir des grands changements. Le game changer, il est là en vérité. C'est ceux qui vont se l'approprier, ils vont aller encore plus vite, ils seront encore plus efficaces, et les autres, ils seront mangés par la vitesse. C'est ça. Donc du coup, enfin voilà, c'est juste pour dire que du coup, bah, on va devoir créer nous un cas pratique sur cette semaine de formation sur l'IA, qui sera évalué. Pour autant, j'aurais pas pu le mettre dans mon dossier de titre. Ah non. RNCP, parce que bah, le titre c'est pour 3 ans, ou 3 ou 5 ans, quoi. Et t'as la même évaluation pour tout le monde pendant 3 ou 5 ans, ce qui est complètement aberrant. Et qu'en plus, l'idée de l'évaluation doit être très 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 objective. Et franchement, dans notre sujet à nous, bah faut accepter que parfois, oui, t'as répondu à la consigne, mais c'est mauvais. Et oui. En tout cas, c'est mauvais, ou en tout cas, ça répond plus aux attentes. C'est ça. Et tu vois, j'ai vécu ça, moi, avec... là, on vient d'avoir un référentiel sur FPA, qui est parti en avril. Ce référentiel, il aurait dû déjà arriver il y a 3 ans. Parce qu'il y a 3 ans, on était déjà dans le tutorat à distance, et puis là, ça n'existait pas, quoi. On pouvait faire l'impasse totale. La partie digitale de la FPA était complètement. J'intègre un élément digital. Enfin, c'était je mets un PowerPoint sur une plateforme. Ça, j'intègre un élément. Non, c'est pas ça. Là, et du coup, très très vite, il a fallu s'affranchir, faire des choix. Moi, en tant que formateur, il m'a fallu faire des choix. C'est-à-dire dire aux gens, bah écoutez, ouais, on va faire ça. Et puis des gens qui me disaient, ah non, mais c'est pas demandé ça. Oui, enfin, c'est pas demandé dans le référentiel, mais c'est demandé dans la vie de tous les jours quand même. C'est ton métier, tu vas le faire tous les jours. Hein, on va dire ça comme ça. Et on a effectivement ce décalage, ces temps, ces durées de certification. 5 ans, c'est long hein, pour un titre pro. Hein. Surtout dans des métiers impactés par le digital. Hein. Et en plus, enfin, de mettre, du coup, d'avoir j'entends, je comprends tout le problème et tout leur paradoxe aussi, mais de Tout à mettre des fait. critères objectifs, comme tu dis, il faut être capable, parce que je sais que sur le titre de conception pédagogique ou d'ingénierie pédagogique qui existe sur le marché aujourd'hui, le seul titre qui a été accepté, déposé par un autre OF que nous, c'est un des trucs à évaluer, est-il capable de mettre en ligne un contenu de formation ? Et y a-t-il différents contenus, enfin c'est pas différent en termes de type de contenu, mais est-ce qu'il y a plusieurs contenus, et est-ce qu'à la fin il y a une évaluation? Ah ouais, il a mis 4 PDF en ligne avec un quiz QCM à la fin, oui, il a fait. Ah bah, c'est Donc fait. il est diplômé. Mais c'est complètement nul, on n'a rien retenu, on n'a même pas eu besoin de lire les PDF pour faire le quiz, parce que le QCM il n'a pas été formé à savoir en faire des trucs intelligents. C'est rarement intelligent des QCM, hein, je suis pas très fan. Mais ça peut être bien fait, mais c'est rarement bien fait. Ben non, parce que ça prend beaucoup de temps en vrai. Bon, pour en faire un bien, oui. Oui, oui. Pour en faire un très bien. Mais pour moi, en entraînement, c'est cool, mais ça vérifie pas que tu as acquis les compétences. Moi, j'aime bien le J'aime fait bien de faire voir ce qu'il réaliser faut. aux gens. Bah oui, je suis désolé, mais... Ouais, c'est notre côté tordu, ça, nous. Bah, C'est surtout quand, que demain, les quiz vont être... ChatGPT va y répondre vachement mieux. Hein. Enfin, il répond déjà oui. très bien. Il n'y a pas besoin de savoir y répondre pour trouver la bonne réponse. Par contre, savoir faire une vraie vidéo pédagogique qui tienne la route, aujourd'hui, ChatGPT ne le fait pas tout seul. Si tu ne donnes pas les bonnes consignes, si tu ne donnes pas les bonnes infos, si tu lis pas bien ça avec Synthesia 3D et autres, bah, ça sort de la merde. Tout à Ça fait. sortira une vidéo, mais pourrie. Du coup, tu pourras dire qu'elle n'a pas réussi. Et par contre, te dire qu'il faut l'évaluation, c'est faire une vidéo, c'est con aussi.
Et tu vois, sur mon dispositif Grande École, moi, mes financeurs, ils me demandaient les heures de connexion. Moi, je leur expliquais, mais moi, je me connecte le matin et je vais faire mes courses, hein, les gars. Mais par contre, j'ai dit, nous, je ne vous donnerai pas d'heures de connexion, parce que je ne vais pas faire remonter ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, pour chaque apprenant, vous aurez un syllabus et un livrable correspondant, Bah oui. qui sera son livrable de travail. Et comme ça, vous pourrez regarder, observer réellement le faire, ce qu'il a fait. Bah, du coup, ils n'ont pas trop chassé derrière, ils nous ont pas trop embêtés. Puis après, tu sais, quand tu remontes du score ou des données comme ça, tu mets un bon fichier, et puis un bon fichier Excel, et puis tu leur dis, bah c'est ça, comme c'est imbitable. Puis, ah bah, j'ai demandé toutes les datas, hein. Moi je les ai toutes, hein. Regardez, si vous cherchez, il y a tous les noms, il y a toutes les connexions, il y a tout. Ouais, mais comment on s'en sert? Ah, moi je sais pas, hein. Moi, vous m'avez demandé de la donner, je vous les donne, hein. Donc après, bah, il m'avait plus embêté, du coup. Ouais, d'autant que dans le monde de l'entreprise, c'est aussi en train d'évoluer hein, sur ces horaires et autres où on accepte vachement plus le full remote, que les gens ils fassent peut-être pas un 9h-18h non-stop de chez eux, mais qui remplissent leur mission. Et la formation doit aussi un peu évoluer comme ça, surtout la formation à distance. Enfin, s'il y a un module à créer, il n'est pas toujours sur la plateforme. Enfin, s'il y a quelque chose à créer pour montrer qu'on a compris, ou de se filmer en train de faire l'opération, ou même, tu vois, tu peux te former, être cuisinier en ligne, mais derrière, tu vas falloir te filmer en train de faire le plat et de montrer à peu près à quoi ça ressemble à la fin. Bah, ça se fait pas nécessairement en étant enregistré sur la plateforme, et pourtant c'est un temps de travail, avec un temps d'accompagnement, avec un outil où toi tu vas pouvoir partager en tant que formateur sur un Discord ou autre pour pouvoir en live faire des retours à ton étudiant. Moi, ce que je leur demandais de faire, c'était de me décrire comment ils s'y étaient pris dans cette partie d'analyse. Comment je m'y suis pris, par quoi tu as commencé et pourquoi tu as fait ça. Et à chaque fois, je leur demandais de me faire un petit résumé, comment vous y êtes pris. Ça me permettait de voir s'ils comprenaient le comment faire. Parce qu'après, ils peuvent refaire dans une dimension procédurale, ça peut se comprendre. Mais c'est pas parce que tu maîtrises la dimension procédurale que ce que tu produis est de qualité. Tout à fait. Donc du coup, et tu vois ça par exemple, tout à l'heure, t'exprimais la dimension de l'interaction avec l'expert. Ben, moi, souvent, ce que je trouve avec l'expert, c'est qu'il est très très fort dans la dimension procédurale, il a cette compétence inconsciente, et du coup, la grande difficulté, c'est de lui dire qu'il faut pas tout mettre, et qu'il faut mettre que l'essentiel. Et là, je joue avec eux à ça sera pas complet quand il y aura plus rien à rajouter, mais avec moi, la règle, c'est que ça sera complet quand on n'aura plus rien à enlever, voyez-vous. Eh ben, ça marche. Si tu leur présentes comme ça marche. Ouais, Quel est l'essentiel? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce que ça, si je le sais, est-ce que c'est important ou pas? Et si je le sais pas, surtout, qu'est-ce qui se passe? Bah, pas grand-chose, on l'enlève. Et puis on y va à tâtons, hein, par itération, hein, on réessaye. Tout à fait. Et ça, c'est intéressant. Cette relation expert-concepteur, c'est magique. Et tu peux évaluer le fait que l'apprenant il est appris et qu'il soit capable de réaliser et d'en faire quelque chose, parce que c'est pas le tout de connaître la notion. Alors, je ne sais pas si tu le fais au bahut, mais nous, ce qu'on faisait aussi, c'est que c'est les élèves qui enseignaient. Parce que ça, c'était une demande de mes profs formateurs. Ils me disaient, mais Laurent, mais comment on va faire? Parce que tu sais, ils apprennent pas tous à la même vitesse. On va faire des livrables, mais il y en a un, il va mettre 3 jours, l'autre, il va en mettre 5. Comment on fait? Bah, j'ai dit, celui qui en met 3, déjà, il devient le prof de ceux qui en mettent 5. Et il va expliquer ce qu'il a fait. Ça va lui donner une autre façon de percevoir le questionnement qu'on peut avoir. Ça va l'obliger à réfléchir, et enseigner, c'est bien la meilleure façon d'apprendre. On est bien là pour porter ce message. Complètement. Et du coup, on se rend compte que... Enfin, moi, j'ai quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'avais un garçon qui était hyper timide et était très, très en retrait. Il voulait pas être sur les photos de groupe au démarrage. Déjà, c'était ça. Mais... Et puis un jour, je suis assis dans un groupe de travail et je le vois au tableau, lui qui avait un niveau moyen, entre guillemets, dans nos évaluations, expliquer un truc au tableau à 2 gars qui étaient, entre guillemets, plus forts que lui. Je lève mon smartphone, tu sais, il était à plat sur la table, je lève, je fais juste une photo, je le repose. Puis à la pause, je vais le voir, je lui montre la photo, je dis, c'est quoi ça? Bah, il me dit, tu sais, Laurent, quand il faut y aller. Hein. Et là, tu te dis, waouh, quoi. Ouais, créer ça. C'est ça la magie de la formation. C'est de créer cette capacité que la personne va, dans le besoin, dans le faire, elle va être captivée par son apprentissage, et elle va plus être dans ses torpeurs, et ça, c'est magique à mettre en œuvre.
C'est aussi pour ça le gros paradoxe du Bahut, qui est une formation présentielle pour apprendre à créer des contenus à distance, parce que je trouve que cette interaction est plus facile en présentiel qu'à distance, surtout sur des personnes qui manquent de confiance en elles quand elles arrivent chez nous. C'est un premier point, et du coup, il se crée ce groupe, cette promo, et cette émulation folle, où ils s'entraident tous, parce qu'ils arrivent tous avec 10-15 ans d'expérience avant, donc tous avec des compétences dingues, même si eux, ils en ont pas l'impression, ou ils s'en rendent pas bien compte, mais ils sont tous déjà très intéressants en arrivant chez nous. Et donc derrière, il y en a qui ont des compétences plus graphiques, plus vidéo, plus ingénierie, plus gestion de projet ou plus connaissance de l'entreprise, qui peut être aussi très importante. Et ils s'entraident beaucoup, beaucoup tout au long de la formation. Et l'apprentissage entre pairs est le plus puissant. Ah oui. Mais d'où la formation présentielle, d'où la promo. Donc des cohortes avec un début, une fin. On rentre pas quand on veut pour pas être seul dans son apprentissage et dans sa reconversion, qui est dure. Après, l'autre explication, elle est liée à notre niveau d'exigence, parce que c'est nous aujourd'hui qui trouvons les employeurs pour nos étudiants. Et donc on s'engage vis-à-vis des employeurs à leur trouver des gens qui sauront faire et qui seront très bons. Et clairement, la formation est dure. Et du coup, pendant la formation, tous à un moment, ils vont se noyer. Et si on n'était pas en présentiel et si on les voyait pas se noyer, on en perdrait 80%, je pense. Oui, tout à fait. On en perd un par promo sur 25 en moyenne. Sur les 6 premières promos, on a eu 6 abandons, un à chaque promo. De gens qui trouvent ça trop dur ou qui n'y arrivent pas ou finalement qui se rendent compte que c'est pas pour eux. Échec de leur part et de notre part. Oui. Mais on a quand même 24 sur les 25 qui arrivent au bout. Et le présentiel joue beaucoup, parce que même dans les moments de doute, quand c'est pas nous qui les sauvons, c'est les collègues qui sont là pour les aider aussi, qui sont là pour faire gagner du temps. Et comme tu dis, celui qui est en retard, celui qui a fini un peu d'avance, il vient l'aider. Et ça, c'est assez beau à voir, hein. Franchement, c'est tellement peu poussé par l'école traditionnelle, malheureusement, ce travail d'aider les autres. On est tout le temps en compète à l'école. Alors, tiens, on va même aller sur notre sujet. Les notes. Aujourd'hui, nous, on a choisi au Bahut de ne pas en avoir. On a des niveaux de compétences qu'on atteint. Et donc, tu as atteint ton niveau 1, 2 ou 3 de compétences sur tel ou tel sujet, mais tu n'as pas une note sur ton travail. Parce qu'il n'y a pas de classement. Il y a un niveau à atteindre à la fin pour tout le monde. Il y aura des différences. Un niveau minimum à atteindre pour tout le monde, mais c'est pas nécessairement des notes. Et on n'aime pas du tout ça, on n'aime pas ce côté. Et pourtant, ils sont challengés. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une envie de faire très, très bien. Oui. Parce que après, comment on fait ça aussi, tout bêtement, avec des vrais cas pratiques pour des vrais assos. Là, tu vois, la dernière promo à Paris, à la fin en plus, on a un rythme d'alternance un peu bizarre. On a 5 semaines initiales à l'école pour qu'ils apprennent les bases du métier et qu'ils arrivent en entreprise en sachant faire des choses. Et qu'ils ne soient pas perdus le premier jour dans la boîte. Et qu'ils soient déjà vus un peu comme des experts, même si eux ne se rendent pas bien compte. Et après, c'est 8 cycles de 5 semaines d'entreprise, 1 semaine en formation. Ce qui fait 13 semaines sur l'année de formation et 40 semaines en entreprise, en gros. Et à la fin de ces 5 premières semaines, on leur demande de créer un module e-learning à implémenter sur un de nos LMS partenaires. Et ce module e-learning, il n'est pas sur un truc où on leur donne un cas et c'est toujours le même cas tous les promos. À chaque promo, c'est différent. Et à chaque promo, c'est pour une association différente. Et l'association, le but, c'est qu'elle puisse le diffuser. Et là, la dernière que j'avais trouvée, c'est une association qui lutte contre le harcèlement dans les associations sportives. Parce qu'on entend souvent, régulièrement, d'actualité, oui. Des cas catastrophiques dans le monde du foot, dans le monde du judo, du patinage ou autre, parce que des éducateurs qui n'ont pas toujours été formés là-dessus, parce que des dérapages qui sont malheureusement vite arrivés, parce qu'une justice qui ne transmet pas les fichiers aux différentes associations, et donc tu peux avoir été condamné dans une région, mais intervenir dans une autre. C'est un peu fou quand on lit tout ça. Et là, c'est une personne qui lutte contre ça et qui est en train de mettre en place des actions pour former les éducateurs à détecter, à savoir ce qu'est le harcèlement moral, psychologique, sexuel et physique, et à le détecter aussi. Donc déjà, toi, savoir ce que tu peux faire ou pas, qu'est-ce qui peut être condamnable, c'est important, parce que parfois, c'est pas si simple. Tu vas me poser une question de, t'es le coach de l'équipe de foot, t'as un match super important ce week-end, et ton attaquante qui a 12 ans, toi, t'as un garçon, c'est une fille, elle te répond pas. Tu sais pas si elle vient ou pas. Tu as essayé de contacter les parents, ils t'ont pas répondu. Tu connais son numéro de portable ou tu as son Facebook Messenger. Est-ce que tu as le droit de la contacter en direct ou pas? Ouais. Et la question, elle est pas si simple. La réponse est pas si simple, tu vois.
parce que tu te dis, dans le cadre de mon boulot, oui, mon boulot d'éducateur, j'ai envie de savoir si elle vient, donc je vais la contacter. Pour autant, toi, tu as 28 ans, elle en a 12, il y a un sujet. Et donc, du coup, au moins remettre les bases là-dessus, et après être capable de détecter aussi ces comportements chez les autres. Et de pouvoir aider tes collègues. C'est ça. Puis regardez comment les gens se comportent, hein. Tout ce qui est non-verbal, les observer entre eux aussi. Ouais, exactement. Et du coup, nos étudiants ont créé ces 4 modules. Et donc, oui, il n'y a pas de note au bout, mais les meilleurs modules seront utilisés par l'association. Donc, il y aura comme une sorte de récompense indirecte. Et eux, il y a une envie de faire bien. Parce qu'ils disent que derrière, c'est un vrai impact, ça sert vraiment à quelque chose. Donc, il n'y a pas besoin de notes, en fait, pour motiver les gens. C'est juste ça que je voulais dire à la fin. On n'a jamais mis de notes, mais j'ai jamais eu des travaux d'aussi bonne facture que en ne mettant pas de notes, mais en les motivant avec d'autres choses. D'un autre côté, dans ta vie de tous les jours, quand tu es concepteur pédagogique, moi, j'ai personne qui me met des notes, hein. Par contre, je vois bien le retour que j'ai, je vois bien la complétude. C'est ça la note en vérité. Mais c'est la note, c'est ce que ça produit par rapport aux objectifs qu'on vise, hein. Surtout qu'il n'y a pas qu'un moyen d'arriver à l'objectif, hein. Dans notre métier, il faut avoir cette humilité que le concurrent qui a proposé quelque chose, qui a fait un bon boulot aussi, il atteint l'objectif. Toi, tu n'auras pas pris cette route-là, tu n'auras pas pris cette façon de faire là, mais ça a marché. Et comme tu dis, à la fin, comment tu évalues, c'est est-ce que les gens ont changé leur comportement au quotidien, ont pu évoluer, ont compris. Bon. Je me posais une question, Sylvain. Tu sais, on est confronté très souvent dans les périodes d'activité en entreprise au fait que l'entreprise, elle n'est pas prête à recevoir les gens, elle n'a rien à leur faire faire, ou alors elle leur fait faire des choses complètement à côté, etc., etc. Comment tu fais, toi, avec le bahut, pour que j'aille en stage dans une entreprise et je fasse exactement quand même mes objectifs de formation, quoi, en production? Ça reste un sujet. On fait aussi des sélections d'employeurs. On a la chance d'avoir une cinquantaine d'intentions d'embauche par promo alors qu'on n'a que 25 places. Donc on peut dire non à certaines boîtes où on trouve que la mission est foireuse ou pas assez intéressante ou pas assez valorisée. Et après, nos étudiants font aussi ce choix-là. Et donc, lors des sessions en entreprise, comment sont-ils accompagnés sur le terrain ? Là, tu mets le doigt sur un vrai sujet. Parce qu'on est sur un métier neuf qui n'existe pas toujours en entreprise. Donc, il y a des employeurs où il n'y a pas d'autres digital learning managers. Il n'y a personne en charge de la formation numérique, voire même de la formation tout court. Parce qu'on a 4 types de jobs à l'issue du bahut. Soit consultant en pédagogie dans une agence, tel que Sido, Learn Assembly ou d'autres. Skillsday, par exemple, qui est un de nos gros employeurs. On a au sein d'une société où il y a une vraie expertise, une société de conseil ou autre, le fait de créer une bibliothèque de formation pour le grand public, payante. Donc là, il y a un job très intrapreneur de créer une stratégie pour vendre des modules de formation. Mais il faut les créer aussi. Il y a le job de salarié dans une grande structure où il y a déjà toute une équipe et on est des bras supplémentaires pour répondre aux besoins nombreux et variés. Et enfin, dans des entreprises plus PME ou ETI, où là, on veut développer un pôle digital learning et on n'a encore personne. Il faut prendre en main à la fois le LMS interne, créer les formations, bosser avec les formateurs existants pour les aider à digitaliser sans qu'ils soient trop frustrés et tout. Mais du coup, dans ce que je t'ai dit là, il y a 2 jobs sur les 4 où on est très seul sur ces missions, où on n'a pas de référent d'interne, personne pour nous guider. Ce qui n'est pas nécessairement grave, mais c'est quelque chose auquel je fais très attention, moi, dans mes sélections d'employeurs, pour voir si on est capable s'il y aura quelqu'un capable d'accompagner ou pas l'apprenant, sachant que c'est pas toujours recherché, pas toujours attendu. Mais quand ça l'est, je vais pas envoyer quelqu'un. Donc je vais chercher un profil plus intrapreneur ou entrepreneur, quelqu'un qui est déjà plus à l'aise avec ça, qui a aussi un profil un tout petit peu plus commercial, marketeur en interne pour imposer et vendre ses idées aussi, quand il n'y aura pas de référent à côté. Mais après, on les suit quotidiennement. Moi, je fais 2 points obligatoires avec chacun des employeurs pendant toute la formation, plus 2 webinaires collectifs où ils peuvent aussi venir et participer, poser leurs questions. On essaye de garder une relation très forte pour leur dire où en sont nos étudiants, ce qu'ils sont capables de faire, qu'on ne les attende pas aussi sur des choses où ils n'ont pas encore été formés. Oui. Et c'est là aussi où c'est un peu fou, mais nous, c'est ce qu'on adore, c'est que je fais un point après leurs 5 premières semaines en entreprise pour voir justement les sujets sur lesquels ils ont besoin de vite monter en compétences pour être plus à l'aise sur leur job.
Et là, on fait péter notre programme. Sur la 6e semaine de formation, ou celle où ils reviennent là, bah, on met des séances potes pour potentiellement 3, 4, 5 étudiants sur les 25 qui ont besoin de monter en expérience, en compétences beaucoup plus vite sur du storyline, sur la réalisation de vidéos sur fond vert ou ce genre de choses, parce que moi je peux pas envoyer des étudiants gaspiller. Je n'aime pas Oui. ça. Oui, puis qui plus est, sur ces publics-là, ils sont conscients de ce qu'ils savent faire, donc du coup, c'est pas la peine de les mettre en difficulté. C'est plus facile de les accompagner et de les monter en compétences. On faisait exactement la même chose, en vérité. En fonction du projet, en vérité, on adapte le programme et la temporalité du programme. Et du coup, c'est quand même très intéressant parce que ce qu'ils apprennent a du sens tout de suite dans ce qu'ils produisent. Donc, il Tout n'y à a pas de fait. décalage, ça ne crée pas de problématique d'apprentissage, ça. Il est confronté, il va apprendre à faire de la capture vidéo. Eh ben, une fois qu'il a appris à faire sa capture vidéo, si pendant après 3, 4, 5 semaines, il est amené à en faire, il va vite comprendre les mécanismes et il va vite apprendre en faisant. Donc c'est une très bonne méthode, ça. Oui, mais qui du coup exige déjà une relation forte avec les employeurs et exige d'être capable de remettre en question son programme un peu tout le temps en fonction des demandes et des étudiants et des employeurs. Moi je forme pas des ouvriers ou des petites mains de l'entreprise, parce que moi mon but c'est qu'ils soient employables sur les 5 prochaines années. Mais si, grâce à nous, ils ont pu faire leur portfolio la première année chez leur employeur, que ça s'est bien passé et qu'en plus l'employeur les embauche à la fin, ça me fait aussi moins de boulot à moi. Donc je fais tout pour que ça se passe au mieux, en sachant que j'ai cette responsabilité-là de les aider à être les plus performants possibles sur ce nouveau métier qui n'était pas le leur avant. Tout à fait. Est-ce que est-ce que tu sens que dans les entreprises où tu as intégré ces nouveaux profils, ils portent un peu cette parole auprès des autres? Est-ce qu'ils dans leurs espaces métiers, est-ce qu'ils échangent? Est-ce que les gens viennent te dire, ah mais tiens, dans l'entreprise A que moi je connais bien parce que je suis l'entreprise B, ils ont ça, moi j'aurais aussi ce besoin. Tu as ça ou ça s'essaime un peu comme ça dans l'entreprise par l'entreprise? Oui, après, ça reste un sujet qui est encore très neuf. Donc beaucoup de découvertes, beaucoup de nouveautés de partout. Mais après, nous, la chance, ça va être quand il y a un ancien du bahut, lui, il va recruter qu'au bahut, du coup, il va faire attention. Souvent, ils ont cette exigence-là ou cette envie-là. Donc, nos anciens sont plutôt chassés sur le marché du travail et se chassent entre eux. C'est ça qui est assez marrant. Où, du coup, une fois que tu fais partie de la communauté, ils s'appellent pour dès qu'il y a un besoin qui s'ouvre. Donc ça aide pour la suite, mais c'est un boulot en fait. Hein. Ça se fait pas tout seul. Moi, ça me paraît. La dernière fois, ce qu'on m'a posé la question de comment je faisais, et en fait, j'ai vu tout ce qu'on pratiquait pour ça. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est du travail, c'est de la présence sur LinkedIn, c'est des échanges réguliers avec nos employeurs, avec nos anciens, c'est le fait de les réinviter régulièrement à l'école pour qu'ils voient aussi les nouveaux, qu'ils les rencontrent, qu'ils se créent des liens avec les nouvelles promos. C'est le fait de leur faire des webinars aussi pour eux, ou des meet-up aussi pour eux. Là, on a fait un récemment sur l'intelligence artificielle, où on a convié tous nos anciens qui le souhaitaient pour venir découvrir ce sujet-là, ce qu'on pouvait faire avec. Et ils ont créé en live pendant le meet-up une petite application liée avec de l'IA. Ça demande de l'animation, ça demande un peu de boulot, qui pour moi est ultra entre guillemets rentable. Je sais pas, j'aime pas ce mot-là. Profitable, j'aime pas plus ce Ouais. mot-là. Ouais, mais c'est pareil. Ouais. C'est la même idée derrière. C'est que finalement, en faisant ça, j'aurais moins besoin de chasser des employeurs pour mes prochaines promos parce que c'est du coup les anciens qui vont me trouver des jobs pour mes étudiants. Ouais. Dans cette approche-là, est-ce que toi, tu organises structurellement des réseaux, des forums, des canaux spéciaux où ils vont se retrouver, tes alumni par exemple, ou bien je sais pas, ta promotion en cours, ils ont des moyens que vous organisez, vous, de communication? Type, je sais pas, tu leur feras un Slack ou un groupe, ou bien c'est de leur propre autorité qu'ils font ça, s'ils le font d'ailleurs. Non, dès le premier jour, on leur met en place un Discord dédié où il y a que eux et les formateurs de la formation. Ouais. Pour toute la promo, qui est un endroit d'échange avec des channels où il y a des règles selon les channels. Là, c'est très. Vous raconter ce que vous voulez. Là, au contraire, ça va être que de l'orga, donc c'est vraiment nous qui faisons les annonces par rapport à un changement de programme ou autre.
et c'est votre outil à vous, et il reste à vie. Discord étant un outil que j'aime bien pour ça, qui est open source, gratuit pour l'instant, et donc du coup, on leur laisse tout au long de leur vie et ils continuent un peu à échanger. Mais ça n'empêche que pour moi, continuer à me tenir au courant de ce qui se fait, parce que bon, j'ai la chance d'avoir Sido à côté, qui me tient au courant de ce qui se passe sur le marché et des évolutions. Mais Sido n'est pas, c'est que 22 salariés au final, sur un marché qui est en explosion. J'ai récemment lancé, et tu pourras partager le lien avec plaisir, une communauté de concepteurs pédagogiques, digital learning managers, donc de personnes qui font la formation avec du numérique. Ouais. Très important. Parce qu'en fait, j'ai été très surpris qu'il y ait autant de gens qui arrivent aussi vite et avec autant de questions, autant de besoins. Je trouve assez passionnant les échanges sur ce réseau. Du coup, que j'ai migré de Slack à Discord. J'avais commencé sur Slack, mais ça mourait un peu, notamment parce qu'on perdait l'historique, alors que sur Discord, on ne va pas le perdre. Et ça, c'est quand même assez intéressant de pouvoir retracer des discussions sur des outils auteurs, sur du Geniali, sur... Là, il y a quelqu'un qui nous demande si on a testé Cumulus ou RapidMook, par exemple, et on va pouvoir... les gens qui ont vraiment testé vont pouvoir donner leurs avis, et pas des blogs où ils sont à moitié payés pour écrire. Ce sera des vrais praticiens. Oui, où le gars t'explique l'outil que de toute façon il l'a pas utilisé, il l'a pas vu, mais il te l'explique bien quand même. Hein. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui sont très bons pour ça. J'avais vu à l'autre jour, et à la fin le gars il dit non mais moi de toute façon je l'ai pas essayé, mais c'est vachement bien. Super. J'aime l'idée du Discord, puisque j'ai la chance d'y être dans ce Discord. Ce que je trouve très intéressant, c'est que les gens posent des questions en toute humilité, quoi. Il y a personne qui se ressent ridicule de poser une question. Je trouve ça bien, alors que je suis sur d'autres forums où presque les gens, leur seul souci, c'est d'avoir l'air aussi intelligent que la question qu'ils posent. Et là, j'ai pas ça. J'aime bien ces échanges tout simples. Ah ben toi tu fais comme ça, ben moi je fais ça. Ah ben ça je sais pas faire moi, tu vois. Et je trouve ça, j'aime bien la tone of voice de ce Discord. Ouais, je sais pas trop d'où ça vient, mais alors qu'il y a des stars dessus. Il y a des gens qui sont des pointures là, qui ont des choses à dire. Il y a des influenceurs. Il y a des influenceurs sur ces sujets, des spécialistes de certains outils, mais qui partagent de façon très humble et qui. Ouais, c'est très cool. Je suis très content de ce lancement. C'est bien, j'en rajoute un peu une couche sur Discord parce que c'est pas un outil que je vois beaucoup utiliser moi dans le domaine de la formation professionnelle, des formations de formateurs. Écoutez, formateurs, formatrices, allez jeter un coup d'œil, utilisez cet outil. Moi, je le pratique et je l'utilise depuis des années. Alors, c'était complètement par hasard. C'est parce que la première session que j'ai eue de développeur web à former, il y avait un de mes collègues qui me disait « Ouais, on va faire un groupe Facebook. » Et là, tout d'un coup, j'ai un groupe Facebook, mais peut-être, tu dis, c'est pas possible. Peut-être eux, ils ont déjà des groupes. Je dis, vous êtes déjà sur un groupe sur quelque chose, vous, pour discuter? Et là, il lève la main, j'en ai 23 sur 24 qui sont sur Discord. Et du coup, je me dis, je crois qu'on va rester là, vous allez nous inviter, ça va bien se passer, vous allez créer, vous allez le faire, on sait pas faire, je connaissais pas, moi, tu sais. Vous allez créer, puis on va le faire, et puis voilà, voilà comment moi j'ai rencontré Discord sur la proposition de nos apprenants. Et sachant que c'est un outil de gamer à la place. C'est pour ça mais ils étaient tous là, mes geeks développeurs, moi. C'est ça. Une communauté de gamers, mais un peu comme Twitch. Et d'ailleurs, on a beaucoup de choses à apprendre, je trouve, dans le monde de la pédago, des gamers. Parce que, pareil, sur Twitch, quand on fait de la classe virtuelle, c'est intéressant de voir les mécanismes qui sont mis en place par les meilleurs streamers Twitch. Il y a beaucoup de choses qu'on peut leur piquer, en fait. Écoute, moi je leur ai piqué OBS il y a quelques années déjà. Oui, évidemment. Parce que et là je me dis, oui, je l'ai mon studio de montage de vidéos. Et c'est, voilà quoi, c'est vraiment... Oui, parce qu'ils ont compris qu'il fallait un bon micro, une caméra assez sympa, une lumière à côté pour qu'il n'y ait pas de... Enfin, juste des trucs basiques qui coûtent pas très très cher. Et comme tu dis, effectivement, le logiciel OBS pour mettre un peu de cadre, que ce soit propre, du changement de champ, et ça, c'est sympa, ça. Franchement, faut qu'on le redise, c'est gratuit. Voilà. Et OBS et Discord. Les deux outils sont gratuits, quoi. Donc, il n'y a pas besoin d'acheter une usine à gaz avec des promesses qui tiendront pas. Tu prends un truc qui est fonctionnel. Ça, c'est bien. Exactement. On a un petit peu parlé tout à l'heure, de titres et tout ça.
et de ce décalage. Tu voudrais revenir sur cette dimension de décalage entre ce qui est attendu dans les titres et la réalité des entreprises? On s'est testé au dossier France Compétences. Alors que j'explique le raisonnement complet. On a démarré en POEI, Plan opérationnel de retour à l'emploi individuel, qui est un dispositif plan de Pôle Pôle emploi. emploi, tout à fait, pour aider les personnes qui ont trouvé un job à se former pour que le job se passe bien. En gros, si vous, employeur, vous avez rencontré quelqu'un qui est un formateur, vous voulez le prendre comme Digital Learning Manager, vous dites, ouais, mais ok, tu sais former face à un public, mais est-ce que tu sais créer des contenus sur un ordi? Non, pas vraiment. Bah, va suivre une petite formation d'abord et je m'engage à t'embaucher à l'issue. Voilà en gros le principe de la POI. Normalement, c'est à l'initiative et de l'employeur et du candidat. Moi, j'ai un peu détourné le truc parce que c'est moi qui ai trouvé et les candidats et les employeurs et qui est pour une formation spécifique. Et j'ai fait ça pendant 3 promos. Et Pôle emploi, à qui les relations sont excellentes, ils ont fait un boulot incroyable. Pareil, je voudrais mettre un petit merci à Pôle emploi, enfin, un énorme merci à Pôle emploi, parce qu'on les critique beaucoup, parce qu'il y a peut-être des conseillers qui sont pas bons. Il y en a aussi des géniaux, ils font un super boulot, ils sont passionnés, ils ont vraiment envie de faire des choses bien. En tout cas, nous, ils nous ont énormément aidés et je ne suis pas payé pour le dire. Écoute, je vais faire un big up aussi, moi, à notre Pôle emploi La Couronne, ils se reconnaîtront, qui nous ont accompagnés. Ils nous ont pas accompagnés, ils ont très bien accompagné les apprenants pour qu'ils réussissent professionnellement. Ça, c'est important de le souligner. C'est super boulot de leur part et des gens vraiment bien. Donc, ils nous ont ultra aidés, mais ils m'ont fait une petite alerte à la 3e promo. Sylvain, ça marche super, on est super contents parce que 100% des gens qui sortent de chez toi sont en emploi et sont contents. Pour autant, il y a des élections qui arrivent, il y a un dispositif qui va être remis en question et on ne sait pas si on aura toujours le budget l'année prochaine. On est en train de nous le serrer au max parce qu'en ce moment on arrive à proche d'un plein emploi, donc on limite ces budgets-là. Oups, moi j'ai construit tout mon modèle là-dessus. Ouais. Bon, on change, on pivote complet et je pars dans un truc un peu fou parce que je l'ai dit tout à l'heure, hein, sur mon marché, il n'existe qu'une certification privée qui a été déposée par Open Classroom et Open Classroom ne la loue pas. Alors c'est pas tout à fait normal parce que normalement ils sont censés devoir la louer à partir du moment où on dépose un titre. Mais en fait c'est pas vrai qu'il la loue pas, il la loue mais avec tout le programme de formation complet, ce qui fait du coup une certification très très chère. Et moi je voulais pas le programme avec, je voulais créer mon propre programme à moi. Donc ça l'a pas fait, ça reste des très bons partenaires, des très bons copains, ils font des très très belles choses et j'aime beaucoup le côté diffusion gratuite de tout leur contenu, bravo à eux. Mais ça m'allait pas. Et même dans ce qu'il y avait dans leur titre, il y a plein de choses qui m'intéressaient pas du tout. Toute la partie ingénierie de formation, qui est pour moi un autre métier, qui m'intéresse guère, et en plus j'ai peu de compétences et d'expertise à partager dessus. Donc je me dis, partons faire mon propre titre. Sauf que, première chose, si vous voulez déposer votre propre titre, il faut impérativement 2 promos terminés et 6 mois après la 2e promo pour vérifier l'employabilité et avoir un taux d'employabilité supérieur à 75% sur le métier auquel vous avez formé. Voilà le truc de base. Sauf que si vous faites de l'alternance et que vous en faites une par an, faut attendre 2 ans et demi avant de pouvoir déposer le dossier. Dossier qui sera analysé dans les 12 mois. Donc on est à 3 ans. On est au moins à 3 ans. Au moins à 3 ans. Mais comment vous faites ces 3 premières années? En fait, il existe une zone grise où on peut, en se battant un peu, avec un peu de culot, faire une formation en alternance non diplômante. Aujourd'hui, moi, je suis en reconnaissance conventionnelle. J'ai du coup des jurisprudences entre guillemets auprès d'Atlas, Acto, EP et 2i, 4 OPCO qui sont ceux qui emploient mes étudiants dans l'ensemble, qui sont les OPCO des employeurs, et pas de souci pour faire financer la formation. Alors c'est parfois un peu moins bien financé que si la formation était diplômante, mais il n'y a pas une énorme différence, et c'est tout pareil mais vachement plus souple, parce que il n'y a pas ce côté, j'ai créé une évaluation il y a 3 ans, et je suis obligé de faire la même alors que le métier a changé. Oui. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va rajouter une semaine sur l'IA, on va rajouter un élément important dans l'évaluation où on va être capable de créer une vidéo ou un e-learning avec de l'IA qui avant n'existait pas, qui n'existait pas dans notre précédent dossier et qu'on n'aurait pas pu utiliser dans l'évaluation finale. Alors pour moi, aujourd'hui, un Digital Learning Manager doit connaître ses outils et doit savoir jouer avec et doit pouvoir justifier de pourquoi il utilise ou pas l'IA pour créer des contenus. Tout à fait.
Voilà la difficulté de tout ça, mais en tout cas, ce que je voulais vous partager, pour ceux qui le souhaitent, il est possible, en se battant, avec un peu de culot et tout, de créer sa propre formation, sa propre école, en alternance, sans diplôme. Quelques contraintes, on ne peut pas faire d'apprentissage, il faut que la personne soit demandeur d'emploi pour que la formation soit financée. Il y a quelques contraintes comme ça, et si besoin, on en reparlera avec plaisir. Si vous avez des questions, pareil, Laurent, tu peux partager mon LinkedIn, les gens Oui, m'ajoutent. je ferai avec plaisir. Et je partagerai ces éléments-là parce que c'est écrit nulle part. Franchement, j'ai flippé, hein. La première fois où je l'ai fait, j'étais à la fois très sûr que ça devait passer, mais j'en avais aucune preuve. Oui, aucune certitude que ça passe, surtout. Ça dépend de la lecture Il n'y avait pas de raison que ça passe pas, mais c'est ça dépend de la lecture. Il n'y a rien qui est écrit noir sur blanc qu'ils sont obligés de financer. Bon, aujourd'hui, vu que j'ai les jurisprudences, je peux montrer que ça le fait et comment ça le fait, et je peux justifier le truc. Ouais. Et on a créé un bahut à Paris, où ils ont suivi la procédure, et c'est passé pour tout le monde. Alors, faut se battre un peu, parce que les OPCO comprennent pas, ils leur demandent des pièces en plus, et chaque OPCO a ses propres procédures, et on peut pas faire la demande en ligne, parce que dans la demande en ligne, il faut impérativement un code RNCP qui n'existe pas. Donc, faut contacter le conseil OPCO, qui parfois connaît pas le truc, qui dit, bah non, c'est pas possible. Si, appelez votre collègue, elle l'a déjà fait, et qui peuvent, eux, le forcer à la main. Mais voilà, c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Et je trouve ça très intéressant si vous avez une boîte avec une expertise sur un sujet, une visibilité forte sur votre métier, un parterre de partenaires, de créer vos propres écoles de reconversion. Parce qu'aujourd'hui, les universités vont pas assez vite pour ça, ne sont pas assez liées aux demandes des employeurs, sont trop peu outillés, formés au digital learning en n'ayant jamais mis les mains dans un Genially, dans un Storyline, dans un 360 Learning, dans un Didask ou dans un Vaillant. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Oui. Mais à l'université, ils savent pas trop lier ces partenariats avec ces marques, avec ces outils auteurs qui ont envie et qui sont OK de fournir des licences. Car nous, on a une vingtaine d'outils auteurs payants qui nous donnent des licences gratuites pendant toute la formation pour nos étudiants et qui même interviennent gratuitement à l'école pour faire découvrir leurs produits. Bien sûr, c'est tout leur intérêt en vérité. Oui. Franchement, ils ont intérêt. Franchement, c'est vraiment ça l'idée, quoi. Dis-moi, les bahuts, ils sont où? Lyon et Paris pour l'instant. D'accord. Bon, tu t'as pas l'intention d'en créer des nouveaux? J'aurais bien aimé faire à Montréal. Ouais. Mais le marché est vachement plus en retard qu'en France sur ce sujet. Ils sont très très peu outillés. Il y a peu d'offres d'emploi parce que un truc tout bête que j'ai découvert en étant ici, c'est au salarié de se former, c'est pas à l'employeur de le former. C'est un principe de base très anglo-saxon, nord-américain. Vu qu'il n'y a pas aucune difficulté à licencier, en gros tout le monde est licenciable sous 2 semaines, quasiment gratuitement. Si le salarié est plus bon, on change. On va vers quelqu'un qui est meilleur. Donc, c'est à lui de rester à la pointe et au top de la formation. Donc, les entreprises n'ont pas encore investi sur l'outil de formation comme outil de fidélisation. Il y a un turnover dans les boîtes ici qui est hallucinant. C'est en train d'arriver. Je pense que là, je suis 3 ans d'avance, que je vais revenir dans 3 ans, là, il y aura un truc à faire parce que il y a les prémices. Il y a quand même de plus en plus de boîtes qui disent, mais en fait, il y a tellement de personnes sur le marché. Montréal, c'est moins de 1% de chômage, pour vous donner un ordre d'idée. Il y a vraiment le panneau partout dans la ville, toutes les rues, nous embauchons. Les boîtes ne trouvent pas de main-d'œuvre qualifiée, et donc ils recrutent vraiment eux pour de vrai sur soft skills, en mode ça envie, viens faire tes preuves et si t'es bon, on te garde. Très pragmatique, parce que tant que t'es bon, on te garde. Le jour où t'es plus bon, tu dégages aussi. Ouais, c'est ça. Il y a pas d'humanité là-dedans et pas de difficulté non plus. Ce qui crée un truc très positif, c'est que c'est des boîtes très inclusives. Que vous soyez barbu, blonde, handicapé, vieux, de couleur, rien à foutre. Tant que tu me rapportes de l'argent et tant que tu produis, t'es chez moi. C'est cool. Et ça, je trouve ça génial par rapport à la France. Il y a moins ce besoin de qu'on se ressemble tous, cette culture d'entreprise, blablabla. Non, c'est rationnel. T'es bon, t'as des compétences, viens chez moi, on va avancer. Avec la difficulté de potentiellement, je peux te virer aussi parce que je trouve que t'es plus complètement assez compétent et qu'en plus ici, ils ne disent pas les choses. Ils savent pas dire les choses. Ils sont spécialistes du ghosting, donc potentiellement tu te feras virer sans même jamais savoir pourquoi. Ce qui n'est pas toujours facile pour un Français, parce qu'il a du mal à comprendre quand on lui dit pas pourquoi. Alors qu'ici, ils s'en formalisent peu. Ça fait partie de la culture. C'est comme ça.
Mais ils retrouvent du boulot le lendemain, hein, s'ils sont C'est ça. bons et qu'ils ont bossé leur employabilité, qu'ils ont bossé leur LinkedIn, qu'ils ont bossé leur portfolio. Il n'y a pas de grande difficulté à retrouver du boulot. Mais même inversement, ce qui est dur, c'est que tous les salariés que j'ai rencontrés ici, ils sont constamment en veille pour changer de boulot. Eh oui, c'est normal. Il y a et l'incertitude et le côté, changer de boîte, ça me permet d'augmenter mon salaire. Eh oui. Voilà, ouais, c'est un autre marché, une autre façon de voir les choses, mais pour l'instant, le digital learning est moins développé qu'en France. Donc peut-être plus tard. Après, mon rêve, ce serait peut-être dans un pays maghrébin, enfin notamment le Maroc, que j'aime beaucoup, parce que je pense qu'il y a des choses à faire. Le rêve ultime, ce serait Madagascar, parce que j'adore ce pays et que j'aimerais aimer cette jeunesse qui malheureusement manque de rêve et d'espoir, à du coup être capable de créer des super storyliners, parce qu'aujourd'hui quand même le storyline est l'outil numéro 1 au niveau mondial, qu'on manque de spécialistes storyline pour faire des jolis storylines, et que j'aimerais bien créer une force là-bas de storyliner comme on a créé des développeurs web à l'époque, il y a 10 ans à Madagascar. Voilà, ce serait le rêve ultime. Mais après, en ce moment, il y a un autre projet d'école en France, à Lyon potentiellement. Ouais. Ah, tiens, on est en quasi exclu. J'en ai parlé pas mal tout le long. Donc peut-être que c'est évident. Sur l'IA, j'aimerais créer une école de consultants en IA pour, comme un peu des no-codeurs. Des gens qui sont là pour vous aider à écouter vos besoins et à vous aider à améliorer vos process, à gagner du temps, à gagner de l'efficacité. Ça ne veut pas dire que ça va remplacer des jobs, je le répète. C'est vraiment pour vous éviter des tâches très chronophages où on peut faire du coup des erreurs parce que c'est aussi inintéressant. L'IA fait ça très très bien et permet de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Et que c'est pas un truc one shot. Pour moi, tous les métiers peuvent être impactés dans l'entreprise et peuvent avoir intérêt à utiliser des outils IA. Mais même un truc tout bête, moi j'écoute peu de podcasts, je dois te l'avouer, Laurent. Je sais, tu l'as écrit, que tu préférais lire. Ouais, je préfère lire. Et il commence à exister des outils de plus en plus gratuits. Enfin, Yuri vient de m'envoyer un là qu'il faut que j'aille tester, qui permettent de transformer tout l'audio en texte, en quasi simultané et en quasi 100% juste. Ouais. Franchement, si tu pouvais diffuser ton podcast avec l'écrit, je suis sûr que certains écrits me donnaient envie d'aller écouter les podcasts. Pour l'instant, comme je sais pas où je vais, que je sais pas dans quel ordre c'est, j'y vais pas. Mais que grâce à ça, tu feras potentiellement, tu auras des podcasts plus visibles et qui donneront encore plus envie. Et c'est pas te remplacer, non, c'est juste pas du tout. parce que toi, l'écrire, ce serait impossible. Et l'outil YouTube est pas assez bon. Enfin, les outils existants aujourd'hui sont pas assez bons. Non, c'est pas exploitable directement, surtout. Mais là, c'est en train d'arriver. Et franchement, pour avoir vu ce qui m'a sorti, c'est assez puissant. Voilà. Donc, pour moi, c'est des gens qui feront ça, qui seront là pour vous aider et itérer, parce que ça se trouve, il va tester avec un premier outil qui sera pas assez bon. Il va falloir cleaner avec autre chose, puis repartir. Donc, il faudra quelqu'un qui sache jouer avec tout ça, qui sache faire de la veille parce que ça évolue à une vitesse folle. Et voilà, je crois que c'est un truc qui me titille en ce moment, donc on va y réfléchir et avancer dessus. Écoute, c'est un beau projet. On arrive au terme de notre podcast. Je te remercie, Sylvain. Je mettrai tous les liens dont on a parlé sur le podcast. Comme ça, les gens pourront aller voir ton LinkedIn, ils pourront aller voir ce qu'est le Bahut. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices ont passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment. Je te remercie, Sylvain. Merci à toi, Laurent. Ils sont les bienvenus sur le Discord s'ils font un peu de création de contenu numérique. Sinon, ils vont clairement être perdus, parce que c'est quand même un peu technique ce qui est partagé. Et merci à toi, c'est très cool d'échanger. Et bravo aussi pour tes expériences. Et j'espère te revoir créer une école bientôt, parce que j'ai l'impression que ça te titille un peu. Ça me gratte. Cool. Je vous souhaite à tous une bonne écoute et puis à très bientôt sur le podcast de la formation. À bientôt.